Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette émission consacrée au bilan des 8 ans de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le secteur agricole. Nous faisons l'exercice avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame Godot. Et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon confrère de la télévision Canal 3 Bénin, Wahab Ali Para. Wahab, bonjour. Cécile, bonjour. Dans une première séquence, nous avons déjà abordé les réformes majeures enregistrées dans le secteur de l'agriculture, les performances par sous-secteur avant et après 2016. Et parlant justement de performances par sous-secteur, on va aborder à présent celles enregistrées dans le sous-secteur production animale. Wahab. Oui, on va parler de la production animale, ce qu'on va retenir. Le ministre se montre disponible pour nous accompagner, mais avant, on jette un coup d'œil pour partager cette image. La transhumance à la recherche de pâturage pour les ruminants, un mode d'élevage source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Dans le but de réduire les effets pervers de cette pratique, le gouvernement du Bénin a initié avec l'appui de la BOAD le PROCER, projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Depuis sa mise en œuvre en 2020, le PROCER a provoqué une profonde transformation dans les habitudes d'élevage. Les opines, ils se promènent dans la brousse et nous sommes ici, on se repose, nous avec les bœufs, on ne va pas disparaître par ici, on reste ici toujours. Les animaux ne bougent pas, ils sont sur place, il y a l'eau ici, c'est-à-dire ils boivent ici et ils mangent ici, ils se déplacent parce qu'ils de long distance. Mais quand même là, le lait qu'on rentre de traiter là, même tu peux promener ici jusqu'à Togo, ça n'arrive pas même à atteindre pour nous là. Tous ceux qui ont bougé, leurs animaux s'ils reviennent, ils voient que nous on est mieux que eux qui sont partis. Donc ça a commencé par donner une leçon. Grâce à l'appui de la production fourragère, les ressources alimentaires du bétail sont disponibles et accessibles. Aujourd'hui, vous allez dans plusieurs campements, nous avons des fourrages. Ils nous ont aidés à installer, c'est eux-mêmes, c'est le premier procès qui met tout à la disposition. C'est en quelque sorte amener les éleveurs à s'habituer. Sur notre ferme, au total, aujourd'hui, nous avons au moins une quinzaine d'hectares de fourrage, dont 10 hectares et demi de panicum, 3 hectares de mokuna et 1 hectare et demi de pois d'Angole. Et tout ça là, c'est grâce à PROCER que nous avons eu la semence. Au-delà de la question de la sédentarisation, le PROCER ambitionne aussi contribuer à l'amélioration des produits animaliers et à la sécurisation des exploitations pastorales. Les résultats déjà obtenus sont parlants. Si vous bougez un peu vers l'est ici, vous allez voir des femmes qui vont vous dire qu'elles ont le lait parce que les bœufs ne sont pas partis loin. Ça veut dire qu'avec ça, nous allons arriver à développer des activités génératives de revenus. Aujourd'hui, je peux dire que je félicite PROCER. Ce que nous ne pensons pas que c'est une réalité, c'est devenu vraiment quelque chose de valeur. Donc merci beaucoup. Si on peut étendre ça partout, je crois que ça va régler beaucoup de choses. Ce projet, dont l'exécution s'étend sur 5 ans, a ciblé tous les acteurs de la chaîne, des éleveurs de ruminants aux commerçants de produits animaliers, en passant par ceux qui les transforment. Alors, Monsieur le ministre, nous avons vu ce reportage, n'est-ce pas, qui est en quelque sorte une synthèse de la production animale. Quel commentaire cela vous inspire? Le PROCER, projet de sédentarisation des élevages de ruminants, est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire, premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. 2, pour réduire la question de sécurité. Parce que dans un passé récent, les animaux pouvaient venir de n'importe quel pays chez nous. Depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Les départements qui ont un poids de cheptel supérieur à la disponibilité de fourrage naturel pourraient juste, et c'est le département de l'Aliborie seul, pourraient descendre un peu dans la région du Borgou, mais ils ne dépasseraient jamais la limite de Sabé. Les autres départements, les animaux restent dans leur environnement.
c'est une première approche de réduction de la mobilité sur longue distance. Progressivement, nous arrivons à aussi amener les animaux à rester dans leur campement pour manger et boire dans leur campement. C'est ça la sédentarisation. Il n'est pas question de dire on a fait claustration des animaux, on les a figés sur place. Non, ce n'est pas encore cela. Mais les animaux ne doivent plus aller sur de longues distances. Et vous avez c'est réduit au mieux leur déplacement. Les communautés d'éleveurs ont dit les avantages qu'ils ont dedans. Leur troupeau est sécurisé. Pendant la saison 16, les animaux ne vont pas loin. Les femmes continuent toujours de trouver le lait. Et ça, dans la gestion de l'économie familiale, chez l'éleveur, c'est fondamental. Puis après, le contrôle des naissances, le contrôle de la santé des animaux, cela arrive. Bref, ce qui est à travers ce programme, qui n'est plus un projet, ce programme, est que dans une première phase, nous habitions les gens à changer de paradigme pour que on ne considère pas que la nature nous donnera le foin, le fourrage, mais nous pouvons cultiver le fourrage pour nos animaux. De deux, habituer les gens à utiliser les résidus de récolte pour alimenter nos animaux. Puis enfin, on arrivera petit à petit à dimensionner la taille de nos troupeaux par rapport à la disponibilité alimentaire, ce qui ferait que même par rapport aux voisins immédiats, n'auront pas. Mais en attendant, il y a lieu de commencer progressivement pour sécuriser les espaces sur lesquels ces éleveurs sont. Généralement, on dit, c'est des nomades, eux, ils n'ont pas de terre ici. Non. Les gens qui ont vécu quelque part 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou bien ils sont même, leurs parents sont nés là, eux-mêmes sont nés, on leur dit qu'ils n'ont pas de terre. Non. L'État organise maintenant la sécurisation foncière pour que les espaces qu'ils occupent et qui sont délimités rentrent dans le patrimoine de l'État et l'État met à leur disposition pour qu'ils puissent exploiter à des fins agropastorales. La seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est la possibilité de vendre ces domaines-là. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il y a même des exploitations où les gens peuvent produire le fourrage, emballer et vendre. Bientôt, nous aurons des kiosques fourragers. Comme nous avons les kiosques de pain, on aura des kiosques où vous allez, des gens qui ont un mouton, 2 moutons à la maison, où on a acheté pour garder pour quelques jours avant de faire les sacrifices qu'il faut. Vous irez au kiosque, vous achetez votre foin, comme on achète l'aliment de chien dans un supermarché, et vous donnez à l'animal à la maison. Voilà les choses que nous sommes en train de faire progressivement. Dans cet élément, il y a un campement pastoral pilote qui est à Gogounou et qui est en construction où nous allons mettre ensemble 98 foyers d'éleveurs. Chaque foyer sur 10 hectares. 5 défrichés et aménagés, ensemencés en fourrage amélioré. 5 autres avec le pâturage naturel pour que la transition se fasse normalement et que les gens vivent. L'avantage, c'est que nous allons voir les gens animer un grand village de plus de 1200 hectares. Ils sont là-dessus, ils mènent toute leur vie, centre de santé, centre de soins et autres. Bref, procès, c'est la première phase que nous sommes en train d'exécuter aujourd'hui. Et on a des structures qui accompagnent les acteurs qui sont choisis pour mettre en place ces parcelles fourragères et les faire entretenir par les gens. Il faut dire que ça, c'est une première chose que nous avons eu à faire dans le secteur. Une deuxième chose, c'est que avant 2016, les soins vétérinaires étaient couverts à moins de 30%. Les vaccinations, les entretiens et autres. Aujourd'hui, on a développé le mandat sanitaire. Des vétérinaires ou des paravétérinaires sont installés dans nos régions et administrent les soins et font les traitements avec le contrôle de l'État. Quand on a une campagne de vaccination, c'est eux qui prennent en charge avec la direction départementale de l'agriculture pour opérer les zones. Et vous voyez, nous avons aujourd'hui une couverture vaccinale de plus de 60% des ruminants. C'est important et c'est ça qui a amélioré aujourd'hui le cheptel que nous avons
en qualité et en nombre. Il faut dire qu'en aviculture, nous avions de sérieuses difficultés pour approvisionner les éleveurs en poussins d'un jour. De 2017, je vais dire, à 2023, l'État a mis en place plus de 2 millions de poussins d'un jour, accompagnés aussi d'aliments de volailles et même des infrastructures d'élevage, les cages et les bâtiments, selon les demandes. Et singulièrement dans le pôle 7, la TDA 7, nous avons mené ces activités-là de manière intensive pour développer beaucoup d'élevage avicole. Et de ce point de vue, je pense qu'à raison, nous attendons à fermer les vannes pour les produits carnés à base de volaille. Et le dispositif national aujourd'hui est maintenant mis à contribution pour couvrir ces besoins-là. Je dirais que quand nous avons amélioré le taux de vaccination, quand nous avons amélioré un peu l'alimentation, quand nous avons soutenu l'habitat de l'animal, il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas s'attendre à des productions assez importantes. Les conditions sont désormais créées et favorables pour que des industriels, des privés s'installent. Et beaucoup ont réveillé leurs anciens poulaillers. Beaucoup s'installent aujourd'hui pour produire l'aliment de volaille, les poussins d'un jour, et puis maintenant l'administration. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'accompagnement technique. Nous devons maintenant innover en matière de conseils agricoles liés au suivi des exploitations d'élevage pour améliorer les performances au niveau de chaque élevage et créer un marché domestique. Il y a de réflexions dans ce sens déjà? Bien entendu, la réflexion, c'est une question de financement. Nous ouvrons le conseil agricole comme support à l'investissement. Et à compter de ce budget 2024, le ministère des Finances nous a autorisé à faire ces recrutements pour avoir le conseil agricole comme support à l'investissement. Je pense que sur ce chantier, les défis majeurs à réaliser aujourd'hui, c'est quoi? C'est pouvoir garantir les semences de bonne qualité. Nous avons des races, lagunaires, borgou et autres, mais la quantité de viande qu'on tire de chaque animal abattu est faible. C'est une question de génétique. Et pour la génétique, soit on importe le sujet vivant pour améliorer la production au niveau des élevages, on peut aussi importer la semence qu'on inocule aux vaches qui sont capables de porter, et nous allons changer beaucoup. Et ça se fera au niveau des lapins, ça se fera au niveau du porc, ça se fera aussi au niveau des bovins pour vraiment améliorer. Et ça a commencé. Nous avons sélectionné pas mal d'élevages aujourd'hui qui vont recevoir des semences de bonne qualité. À cet effet, nous avons un centre d'insémination artificielle qui est basé à la ferme d'Opara et qui avait à peu près 100 inséminateurs. Nous réveillons ce dispositif pour d'abord leur garantir les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des semences, parce qu'il faut les garder sous hydrogène et choses. Nous allons former davantage des inséminateurs et même les éleveurs qui sont capables de faire le suivi de l'insémination pour que dans 1 an, 2, nous ayons beaucoup plus de sujets à viande et de sujets à lait. Lorsque nos vaches donnent 2 litres ou 2,50 litres par jour, alors que d'autres donnent au moins 12 litres, 20 litres, pourquoi pas 40 litres par jour, il y a lieu de dire ne sont pas encore performants en la matière. Le deuxième challenge important, c'est la création des abattoirs. Les abattoirs aux normes pour faire la charcuterie nécessaire. Puis, en fait, la chaîne de froid pour garder le produit, même si on a par exemple à Kalalé, il faudrait que, si le produit doit venir jusqu'à Cotonou pour être consommé sur le marché de Cotonou, il faut qu'il soit frais et dans les conditions normales, la conservation. Et que désormais, aujourd'hui, nous allons faire ouvrir par les secteurs privés des points de distribution de la volaille, une boutique, 2 petits congélateurs et votre pancarte
Monsieur le ministre, parlant justement de la volaille, avec les progrès que vous avez évoqués tout à l'heure en matière de production avicole, qu'en est-il de cette interdiction d'importation de la volaille? Est-ce que vous pensez que là où on en est actuellement, on pourra répondre à la demande locale si ça fait au moins un an effective? Que les Béninois sont informés que à la fin de cette année 2024, nous n'allons plus faire rentrer des produits congelés à base de volaille. Ouais. Et je crois, avec nos observations, qu'il y a un regain de confiance. De vieux poulaillers qui ont été abandonnés ont été réhabilités. Ressuscités en quelque sorte. Ont été réhabilités. Et ça a commencé par garder peut-être de faibles quantités, 2000, 2500 ou 3000, mais l'espoir est là. Des structures de production de poussins d'un jour ont commencé par se mettre en place. Des chaînes de production d'aliments, de volailles se mettent en place. Et le gouvernement a facilité tout cela pour que nous soyons autonomes, indépendants sur la question. À défaut, quand on n'aurait pas suffisamment de poussins d'un jour, on va encore importer. Mais la production se fera localement avec des matières premières que notre agriculture a eu à produire. Comme ça, nous sommes sûrs de ce que l'animal a mangé et nous pouvons contrôler sa qualité. 31 décembre 2024, les vannes seront fermées. Comme nous avons dit par rapport à l'exportation de cajou qu'à partir du 30 juin 2024, on n'exportera plus. Ça a été respecté. Et vous donnez la garantie que la production nationale, la production locale pourrait satisfaire la demande. Le besoin est créé et les acteurs se mettent au travail. Les premiers moments, ça peut flotter un tout petit peu, mais si le marché est vraiment demandeur et que nous mettons en place des centres d'abattage de volailles et des centres de distribution de volailles, il n'y a plus rien à faire. Le marché sera alimenté. Alors, Monsieur le ministre, voilà ce qu'il en est pour la production animale. Quant à la production végétale, est-ce qu'elle se porte également si bien comme la production animale? Avant de vous laisser répondre, je vous invite sur ce reportage. Des structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont sur le terrain. C'est une mission conjointe de suivi donc, des pépinières de production des plants de palmier à huile. Ceci en prélude au lancement officiel de la campagne de plantation du palmier à huile pour le compte de l'année 2024. La TDA 6 a effectué un certain nombre d'appuis depuis 4 ans. Pour cette mission de suivi sont mobilisés l'Agence territoriale de développement agricole Plateau qui porte cette filière, le Centre de recherche agricole sur les plantes pérennes, la direction départementale du Plateau, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et une équipe de la DPV, la structure chargée des questions de certification. Une forte mobilisation pour mettre en œuvre et transformer en action concrète la vision du gouvernement de la filière palmier à huile. Pour la production des semences, nous avons des champs semenciers. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine d'hectares de champs semenciers qui portent les palmiers par an que nous utilisons pour produire ces semences. Et ces semences, c'est en termes de graines de palmier à huile que nous faisons germer. Donc ces semences améliorées sous forme de graines germées sont obtenues ici au CRAPP et mises à la disposition des pépiniéristes. Ce sont des producteurs que nous avons sélectionnés, que nous avons formés, à qui nous donnons les graines germées et qui les utilisent pour produire les plants. Et ce sont ces plants qui sont mis à la disposition des planteurs en début de chaque campagne pour installer les palmeraies. Pour la production, les appuis aux pépiniéristes sélectionnés, à citer la mise en place du dispositif d'arrosage et d'irrigation, une subvention à hauteur de 50% des plants de palmier à huile, la mise en place d'unités mobiles de prestation de services pour aider les producteurs à faire certaines opérations spécifiques comme la récolte par exemple, la subvention des intrants spécifiques. Tout commence par la production des semences assurées par le Centre de recherche agricole des plantes pérennes, un des 8 centres de recherche de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Il a pour mission de générer les technologies pour le développement des filières cocotiers, EVA et palmier à huile. Pour le palmier à huile, tout un dispositif est en place. Un dispositif efficace qui évalue différents matériels végétaux de palmier à huile, les caractérise pour identifier les plus performants qu'on croise pour avoir les semences sélectionnées. Nous faisons ici l'opération de contrôle phytosanitaire. L'opération se fait chaque semaine sur chaque lot de graines à la serre.
Nous avons rendu visite à des pépiniéristes, histoire de vérifier ce qui nous a été dit par les officiels. J'ai d'abord la formation, les matériels de travail tels que des brouettes, j'en ai reçu, les raccords pour l'arrosage, l'installation pour faciliter l'arrosage. Tout ça, c'est l'appui, c'est l'aide du gouvernement à travers la TDA. On a signé un partenariat avec la TDA. Nous avons commencé un programme avec eux. Ils nous ont appuyé. La dynamique du développement de la filière palmier à huile commence par prendre de l'essor. Nous avons toujours les graines de palmier à huile à temps. Puis maintenant, l'appui conseil des structures étatiques comme le CRAPP, la TDA 6, ainsi de suite. Ça a pris. Nous avions commencé avec 5 000 plants. Aujourd'hui, nous sommes à près de 20 000. Il y en a qui sont à 80 000. Le jour seul, cette année, nous avons produit près de 80 à 100 000 plants. Ce n'était pas ça il y a 10 ans. Tout ce travail abattu permet, dans les conditions du Bénin, d'avoir jusqu'à 18 tonnes de régime à l'hectare. Nous avons mis en place des centres de stockage qui sont faits de bureaux, de salles de réunion, de salles de magasins, de tanks de stockage de volumes divers, des ponts bascules aussi pour le pesage des régimes, et ceci au profit des groupes de warrantage. Nous avons mis en place des équipements modernes au niveau d'un certain nombre d'unités de transformation pour améliorer aussi le taux d'extraction de l'huile, pour également améliorer la qualité de l'huile qui sort. Nous avons appuyé les aspects de renforcement de capacité des acteurs en termes donc de normes de production de qualité d'huile. Et pour ça, nous avons eu à élaborer, avec l'appui de l'Agence de normalisation et de métrologie, donc des brochures sur les normes de qualité de production de 3 types d'huile issues du palmier à huile, notamment l'huile rouge ordinaire, l'huile aromatisée communément appelée zomi et l'huile palmis. Nous avons déjà fait une démarche auprès de la GDZ pour voir les possibilités donc, de raffiner notre huile sur place. Mais la production obéit à des normes et à des réglementations. Nous, notre rôle, c'est de faire le contrôle de l'état des plants conduits par ces pépiniéristes agréés, reconnus, et aussi de faire la surveillance par rapport aux fraudeurs, c'est-à-dire des producteurs qui ne sont pas agréés et qui cherchent quand même à produire des plants qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas certifiés. Pour le développement de la filière palmier à huile, tous les maillons de la chaîne sont sous le contrôle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Alors, Monsieur le ministre, qu'avez-vous à dire ou ajouter après ce point fait sur la production végétale à travers cet élément témoin qu'on a suivi? À l'entame de nos propos, j'avais dit que nous avons spécialisé les régions agricoles, dégagé les filières phares, créer des programmes nationaux de développement de ces filières aux côtés des investissements ou des financements des partenaires techniques des partenaires techniques financiers qui nous accompagnent sur tel ou tel programme. Ce faisant, l'histoire est là, simple, qui se compte aisément. Je prends une filière à haute valeur ajoutée qu'est le cajou. Avant 2016, la production nationale était de 91 000 tonnes. Avant 2016. Avant 2016. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 200 000 tonnes. Des années, ça va à 212, 220, d'autres 190, 198. Nous sommes autour de 200 000 tonnes. Ça veut dire qu'on a plus que doublé. Mais il a fallu faire 3 actions fondamentales à ce niveau. La première, c'est que les vieilles plantations qui sont déjà touffues et qui ne fleurissent pas beaucoup, parce que pour que le plant d'anacardée fleurisse, il faut que le soleil enrobe complètement le feuillage. Nous avons procédé à des éclaircies, à de la réhabilitation. L'État a financé. Et chaque hectare réhabilité coûte 55 000 à l'État. Le propriétaire n'a rien à faire que d'accompagner les ouvriers qui viennent pour faire la réhabilitation et trier. Ça a créé un refus les premiers mois, les premières années. Mais ceux qui l'ont fait au bout d'1 an, 2, tout de suite, ont vu leur rendement doubler. Ça a créé un engouement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà mis
plus de 4 milliards dans cette affaire de réhabilitation des vieux vergers. Et je pense que nous irons vers, pour l'année 2024, la réhabilitation de près de 75 000 hectares encore pour compléter le dispositif qui est fait. La deuxième action forte que le gouvernement a eu à faire, c'est de mettre en place des semences ou des plants sélectionnés, greffés, mais subventionnés à 83-84%. C'est-à-dire le plan qui coûte 600 francs, le paysan ne paye que 100 francs pour l'obtenir et le mettre en terre. La troisième action que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est que nous avons fait le constat que la survie des nouveaux plants mis en terre avec une autre géométrie, au lieu d'avoir 120, 110 plants à l'hectare, avec 80 plants à l'hectare, nous pouvons compléter l'hectare et cultiver là-dedans pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous voyons que la survie des plants n'est pas à 100%. Et nous mettons aujourd'hui les ressources en place pour que les pépiniéristes fassent le régarnissage de ces plants, les entretiennent pendant 4 à 5, 6 mois même, pour qu'on soit sûr que les plants ont survécu. Et fort de ça, maintenant, ils seront faits. Un nouveau contrat est en train d'être signé avec les pépiniéristes. Alors, Monsieur le ministre, pour ceux qui nous suivent, quel effet cela a en termes de rendement? On a bien compris la valeur ajoutée, sinon la plus-value de cette subvention. Une pépinière vendue à 600 francs, n'est-ce pas? Le producteur lui-même ne paye que 100 francs et l'État subventionne les 500 francs. Mais qu'est-ce que cela apporte en termes de rendement? Nous avons triplé, doublé les emblavures qui étaient. Deuxièmement, avec la réhabilitation, les rendements ont doublé. Nous étions à moins de 300 kilos à l'hectare, 300-320 kilos à l'hectare. Aujourd'hui, les plantations donnent 600 kilos à l'hectare, 500 kilos, 600 kilos à l'hectare. De ce fait, si nous suivons bien rien que la réhabilitation, au bout de 2 ans à venir, nous pouvons faire plus de 300 000 tonnes de noix de cajou. C'est cela qui est vraiment symbolique et qui donne de la matière première pour faire tourner nos industries de transformation. D'accord. Sur l'ananas, par exemple, avant 2016, nous étions à quelques 400 000 tonnes de fruits. Les actions phares qui ont été menées dans ce domaine, c'est premièrement d'obtenir l'indication géographique de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. C'est très important pour aller sur le marché. La deuxième action forte, c'est de produire l'ananas avec des rejets sélectionnés, homogénéisés. Et c'est des femmes, des groupements de femmes surtout, et quelques hommes qu'on a formés pour reconnaître les morphotypes de l'ananas au champ. Certains ananas sont comme une bouteille, d'autres sont ronds, d'autres sont courts. C'est le morphotype. Ce n'est pas nécessairement la question de fertilisation qui pose problème. C'est le morphotype. Et il faut identifier ces morphotypes, les regrouper et les mettre sur des champs avec des rejets de taille homogène. Quand vous avez des enfants de même âge qui sont ensemble, vous leur donnez à manger, chacun arrive à se battre. Mais si vous avez des enfants qui sont grands et les autres petits, vous leur donnez ensemble à manger, les petits risquent de souffrir. C'est exactement le même phénomène qui se produit au niveau des types de rejets qu'on met en place pour donner la chance à la parcelle de produire de façon homogène. L'autre avantage de cette homogénéité, c'est que quand vous venez maintenant pour faire la récolte, vous avez au moins 80% de plants, de fruits qui sont aux normes et 20% peut-être hors normes. Alors qu'avant, c'est tout l'inverse. C'est 20% au plus que vous trouvez de fruits normés et 80% hors normes que vous devez passer sur le marché. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller déjà autour de 550 000 tonnes d'ananas produits au Bénin. Et j'avoue que dans la foulée, il y a eu beaucoup d'actions de transformation de fruits. Et surtout avec Covid, les gens qui étaient coincés dans les maisons
consommait beaucoup de jus. Les jus d'orange, les jus d'ananas ont beaucoup circulé. Ça a développé beaucoup d'initiatives aujourd'hui pour la transformation locale de fruits. Le challenge à ce niveau, c'est de contrôler la qualité de ce qu'on met sur le marché pour que ça ne soit pas toxique à nos D'accord. Et parlant bien sûr de qualité, quelle garantie ou quelle assurance vous donnez aux populations d'ici et au-delà de nos frontières en matière de qualité de nos produits, sinon de notre ananas? Je vais être simple avec vous et direct. En 2017, nous avons connu les mêmes problèmes et nous avons, toute modestie gardée, conduit avec les acteurs les réformes qu'il faut dans ce secteur, avec l'appui de l'Union européenne et l'ACP principalement, pour mettre en place les règles, les comportements qu'il faut depuis le champ jusqu'au conditionnement et à l'exportation. Et au niveau du champ, il est question, pour que les gens aient des fruits jaunes, on fait de l'étrélage, passage de l'étéfon. Quel type d'étéfon, quelle dose il faut appliquer, cela est connu. Les acteurs ont été formés sur ça. Les acteurs ont été formés. Mieux, on a formé des gens spécialement pour faire l'étrélage. Et ces gens sont scotchés aux exportateurs, puisque c'est le fruit qui va à l'extérieur seul qui demande à être jauni, parce que les Européens ne reconnaissent pas que même vert, il est mûr. Il faut faire beaucoup d'actions de communication là-dessus pour vendre notre pain de sucre, indication géographique. Voilà. Donc, cet an dernier, avec l'avènement de la pluie, des déviances ont vu jour au niveau des champs. Quand vous traitez et puis la pluie est passée après, parfois le paysan ne vous avertit pas, il retraite à nouveau parce qu'il veut que son fruit soit jaune et qu'au moment de la récolte, il ne perde pas son produit. On peut faire des erreurs au champ, ce n'est pas autorisé de faire des erreurs au champ, on ne doit pas faire des erreurs au champ. Mais si même c'était fait, il y a une autre barrière pour contrôler si le taux d'étéfon dans le fruit est à la normale, inférieur à 2 mg par kilo de fruits. Ici, il faut passer par les analyses au laboratoire. D'accord. Et c'est justement tout ce dispositif que nous avons mis en place avec l'Union européenne qui a donné l'assurance que le Bénin observe les règles pour une bonne traçabilité de son fruit et une sécurité. Pour cela, même nos productions n'étaient pas contrôlées. Mais cette fois-ci, l'appareil qui fait le contrôle est tombé en panne depuis des lustres. Les gens n'ont pas réparé, malgré les injonctions qui ont été données, ça n'a pas été réparé à temps. Et l'eau est partie sur le marché. Et les gens qui sont à la distribution ont fait un contrôle et ont trouvé que le taux est supérieur. Il y a un rappel qui a été fait pour que ceux qui ont acheté cet ananas-là puissent retourner à ces surfaces qui commercialisent. Mais en vérité, les Européens, quand ils prennent un fruit, c'est pour le manger le même jour. C'est ce qui restait dans le rayon qui doit maintenant être détruit. Mais ça a créé quand même un choc important dans l'opinion publique parce que nous n'avons pas observé toute la réglementation. Et comme l'affaire est pendante devant la justice, je me garde de faire trop de commentaires là-dessus. Mais aussitôt fait avec la pression même de l'autorité, je parle du chef de l'État qui n'a pas du tout accepté les faiblesses que nous avons eues tout au long de cette chaîne-là, de la production jusqu'à l'exportation. Nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons fait de nouvelles formations aux gens, nous avons réédité les manuels par lesquels les gens devaient faire les suivis au champ et l'équipement au laboratoire aussi a été remis rapidement à jour. Mais aujourd'hui, 2 jours après que les journaux commençaient pas à parler, l'ananas du Bénin est encore reparti sur le même marché. Donc c'est une affaire qu'on est en train de boucler. Monsieur le ministre, on peut évoquer maintenant la production du maïs. C'est quand même l'un des produits phares de consommation. Je reconnais que c'est l'un des produits phares, c'est l'un des produits de grande consommation aujourd'hui au Bénin. Et par rapport au type de matériel dont j'ai parlé dans le développement précédent, les composites,
nous avons des limites de rendement. Nous avons des variétés dans la zone septentrionale à climat monomodal qui pouvaient donner 4 tonnes à l'hectare, 5 tonnes même. Mais la moyenne là-bas, c'est 3 tonnes, 2 tonnes et demie. Dans la zone sud, où nous avons un climat bimodal avec 2 saisons de pluie, nous avons des rendements à cycle beaucoup plus courts et qui, au fait, devaient donner 2 tonnes et demie à 3 tonnes maximum. Mais c'est à peine que ça donne 1 tonne, ça donne 1 tonne 5 pour ceux qui ont même bien fumé. Mais pour la plupart des gens qui n'arrivent pas à avoir de l'engrais disponible pour fumer, vous avez quelques 500 kg, 700 kg, 800 kg, au point où le rendement au niveau national n'a guère dépassé 1 tonne 5. Alors que nous emblavons plus de 2 millions d'hectares de maïs. Il faut absolument changer la donne. D'abord, rendre l'engrais disponible à coût réduit, disponible et accessible physiquement et économiquement. Accessible physiquement et économiquement. Pour dire que les sociétés de distribution nous ont accompagnés dans cette affaire pour mettre en place au moins un magasin d'achat commun. Dans les gros arrondissements, il y a aussi des magasins pour distribuer les intrants vivriers. D'accord. Voilà, ça c'est la première chose réalisée. La seconde chose, c'est introduire désormais beaucoup de semences hybrides à fort potentiel de rendement. En ce moment-là, nous allons passer de 1 tonne 5, 1 tonne 3, 1 tonne 5 que nous avons aujourd'hui à 3 tonnes, 4 tonnes en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des exploitations qui vont faire les 7, 8 tonnes à l'hectare si l'itinéraire technique était bien suivi. Alors, Monsieur le ministre, on va parler du riz, du soja, des tubercules et autres, tout ce qui va dans le ventre. Mais il y a un procès qu'on fait au gouvernement, à travers votre ministère, bien entendu. C'est le fait qu'on n'ait pas mis suffisamment d'énergie et d'efforts tel qu'on l'a fait dans le coton. On sait que depuis 2017, le Bénin bat le record de la production du coton dans la sous-région. Mais ce qui va dans le ventre, n'est-ce pas, on est un peu en retard. On a souvent ces problèmes et que le maïs sur le marché ou tout ce qui est produit, je dirais les céréales et autres, pose problème. Le coût est élevé, dit-on. Parce que le marché pour lequel la production est faite s'est étendu. Le marché n'est plus marché national. Si ce n'est que le marché national, la production de céréales faite ici suffirait pour avoir un coût bas. Ça sous-entend que quand on quadrille les choses pour que la production nationale reste sur le territoire, on n'aura pas à se plaindre. La meilleure politique, c'est libérer le marché. Et comme les gens savent qu'il y a possibilité de vendre, ils vont produire davantage. Produire davantage ne veut pas dire emblaver 2 fois, 3 fois ce qu'on avait l'habitude de faire, mais c'est intensifier la production. Utiliser les intrants qu'il faut pour avoir et que le rendement crache. Or, aujourd'hui, si la culture cotonnière est suivie, et ça, tenez-vous tranquille, ça fait au moins 40 ans qu'on travaille dessus, c'est parce que la commercialisation du coton est dans un seul schéma. Et il y a possibilité de récupérer les crédits à la source. Si vous faites du maïs, du riz ou du soja, à quelle source vous allez prélever les crédits placés? Si celui qui a pris les crédits n'est pas honnête, à la récolte, il vend ailleurs et puis vous allez rééchelonner plusieurs années et puis ça y est. C'est la grosse difficulté. C'est pour cela que nous envisageons avoir des structures d'agrégation qui peuvent capter la grosse production, avoir des contrats de production avec les coopératives qui mettent en place les facteurs de production, les intrants et tout, même des crédits. Et les gens, par rapport aux crédits consommés, retournent en nature ce qu'il vaut à ces agrégateurs. Alors, au-delà de cette réflexion, Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas une autre politique à mettre en place de manière à ce que la production nourricière, tout ce qu'on mange, puisse également prendre un même couloir comme le coton? Non, le marché est ouvert, très libre. Ce n'est pas possible. Parce que beaucoup n'achètent pas le coton. Il y a un schéma de commercialisation et c'est ce seul-là. Mais quand vous avez du maïs à la maison,
Un acteur va venir, le soir un autre arrive et le lendemain un autre. C'est difficile de maîtriser ça. Alors, Monsieur le ministre, l'accès au marché des produits agricoles, est-ce que ça s'est amélioré? En 8 ans de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 1 et 2, vous voudrez bien en profiter pour dire un mot sur les magasins de stockage également. Bien, je vais le dire, mais de grâce, il faut quand même regarder les performances un peu au niveau de certaines spéculations, comme le riz. On refait l'exercice très rapidement. Oui, comme le riz. Oui. Le riz, avant 2016, nous étions à 204 000 tonnes de paddy par an. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 600 000 tonnes de paddy. Et avec les aménagements que nous avons en cours, si tout cela est bouclé convenablement, avec 2 saisons, nous pouvons même titiller 1 million de tonnes de paddy par an. Le soja? Il y a le soja, avant 2016, nous étions à 140 000 tonnes. Mais aujourd'hui, on a plus de 500 000 tonnes de soja. Et l'illustration simple, c'est que le voisin d'à côté a une capacité maximale de production de 300 000 tonnes de soja. Mais ils ont exporté 800 000 tonnes. C'est venu d'où? C'est venu des pays voisins comme le Bénin et le Burkina. Donc, le soja se produit assez bien. C'est une filière émergente qui permet de réaliser des performances à ce niveau-là. Bien, sur les racines et tubercules, les avancées sont sensibles. Mais le problème des racines, je parle surtout de manioc, si vous produisez une année et qu'on n'a pas transformé, que le marché n'a pas été bon, l'année suivante, les gens ne plantent pas. Mais aujourd'hui, comme le marché est très ouvert, avec la pression que nous avons sur ces produits-là, nous avons déployé beaucoup plus d'énergie pour davantage renforcer la disponibilité en gari, en tapioca et en d'autres produits, et surtout la farine panifiable qui va bientôt être incorporée au blé pour réduire un peu la pression sur le pain. Maintenant, toutes ces questions sont possibles. La gestion post-récolte est une question capitale. On y va. Sur cela, l'État a mis en place un dispositif d'accompagnement des acteurs pour les contrôles, les protections phytosanitaires. Des produits homologués circulent pour permettre de fumiguer ou de conserver les produits. On va conserver où? Dans des infrastructures de stockage. Après 2016, nous avons doublé, triplé les infrastructures de stockage en termes de capacité. Mieux, nous avions une centaine d'aires de séchage. Aujourd'hui, on a pu construire plus de 490 aires de séchage en milieu paysan pour permettre d'avoir des produits de bonne qualité et pour aller sur le marché. Ce qui reste à faire, c'est que nous rêvons que les magasins soient les plateformes de commercialisation et que les coopératives animent le marché autour du magasin. Quand une culture apparaît, on peut stocker là, inviter les acteurs à venir acheter et puis on vide. Quand ce produit passe, une autre saison, c'est l'autre produit qui va. Concrètement, lorsque le soja sort, le groupement collecte son soja dans son magasin, invite les acteurs à venir acheter et là, vous posez votre camion, vous chargez 40 tonnes, 50 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes. C'est de la sécurité même pour ceux qui font la collecte. Quand le cajou va apparaître, vous récoltez, on met en place un dispositif de calibrage, vous avez différents KOE et vous dites ce KOE-là, je le vends à 400 francs. Celui-ci, je le vends à 450. L'autre, je suis prêt à prendre à 350, et ainsi de suite. Et ça apporte de la plus-value aux gens. Mais c'est cette formation-là, cette initiation à l'esprit collectif et vente groupée là, qui reste à développer pour sécuriser un peu nos productions. Vous prenez des dispositions afin d'alimenter pour maintenant les structures de transformation de nos produits agricoles. D'accord. Monsieur le ministre, en peu de mots, avant qu'on ne vienne parler du PIB, en peu de mots, qu'est-ce qui est fait en termes de conservation et de transformation de nos produits agricoles? Mais non, le Bénin a fait une option fondamentale de transformer la quasi-totalité de nos matières premières ici, localement. Premièrement, pour créer de la valeur ajoutée. Deuxièmement, pour créer des emplois à nos enfants.
C'est là où on a des espaces viabilisés, sécurisés, qui sont des aires qui accueillent les opérateurs économiques pour mettre en place des infrastructures de transformation. Le plus grand, le plus criard, c'est Glojigbe, que tout le monde connaît. Fort de ça, une politique nationale, une prise de conscience des citoyens devrait nous amener à alimenter ces unités de production en matière première. Mais, comme les gens savent que c'est une opportunité d'indépendance du Bénin, il faut mettre à genoux ces industries-là et l'économie du pays en essayant de tripler, de quintupler le prix et de siphonner le produit du pays pour que les gens mettent la clé sous le paillasson. C'est à ce niveau qu'il y a un besoin de prise de conscience des acteurs pour dire « je dois développer l'économie de mon pays ». Il n'y a pas longtemps, le soja n'a jamais coûté 300 francs, 400 francs le kilo. Mais aujourd'hui, on l'a vendu aussi cher que ça. Ceux qui font cette politique pour siphonner notre production savent que quand les gens auraient mis la clé sous le paillasson, au bout de 2 ans, ils vont revenir et dire non, le marché n'est pas bon, je ne peux acheter qu'à 100 francs, à 150 francs et vous ne pourrez rien parce que vous n'avez pas le répondant ici. Vous m'avez posé tout à l'heure une question sur laquelle je reviens pour dire ce n'est pas contingenter les gens, forcer pour que la production reste au pays qui va faire que les prix vont baisser. Les prix vont davantage baisser lorsque le producteur qui, sur une unité de surface, sortait 4 tonnes, si sur la même unité de surface, il sort 8 tonnes, 9 tonnes, il n'y a rien à faire, même si le prix baisse, il gagne en volume. Donc, nous devons travailler sur une meilleure productivité et des rendements beaucoup plus élevés. D'accord, il y a de belles perspectives. Il y a également de grandes ambitions, n'est-ce pas, de votre département ministériel. Qu'est-ce que cela apporte de façon résumée au PIB national? Bon, de toute façon, les statisticiens, les économistes affirment aujourd'hui que la contribution du secteur primaire au produit intérieur brut est au-dessus de 26%. Cela montre que nous avons encore devant nous des marches à gagner, avec une bonne conscience des acteurs, avec une productivité plus accrue, avec un sens patriotique de valoriser nos productions domestiques, nous ferons mieux, en attendant que le tourisme, les mines et autres ne viennent secourir l'économie du pays pour plus de résilience. Mais on peut tout dire, l'alimentaire est obligatoire et nous ne pourrons jamais faire commander notre ventre par autrui. Il vaut mieux que nous produisons ce que nous allons manger et que nous mangeons ce que nous produisons. Monsieur le ministre, de façon globale, quelles sont les perspectives dans le secteur agricole que vous gérez au niveau de votre ministère? Je pense qu'au niveau du secteur, il s'agira surtout de renforcer les capacités en ressources humaines. En ressources humaines qualifiées autour des fonctions d'appui. Et puis maintenant de contrôle à travers le conseil agricole. Le conseil agricole dédié. Si c'est pour la production, il y a le type de conseil. Si c'est pour la gestion de l'exploitation, il y a ce type de conseil. Si c'est pour l'accès au marché, il y a ce type de conseil. Et lorsqu'on apporte ça aux acteurs, c'est ça. Deuxièmement, nous devons travailler pour professionnaliser les acteurs. Et c'est pour cela que les interprofessions doivent voir le jour. Et on parle d'interprofession entre des acteurs qui ont un intérêt à la problématique. C'est pourquoi les producteurs, les transformateurs, chaque famille unie formera un ensemble qui restera l'interface avec laquelle on va discuter. C'est ces acteurs-là qui vont fixer les prix en regardant leur marge bénéficiaire. Et l'État fait l'arbitrage pour faire l'homologation de ces prix-là. Nous devons enfin outiller le corps de contrôle, outiller complètement le corps de contrôle, avoir l'alerte rapide, pouvoir demander d'intervenir le plus rapidement possible, faire les analyses, les technologies de mesure et autres là, de manière beaucoup plus précise pour nous permettre d'apprécier réellement les performances que nous avons aujourd'hui et
ce que nous devons faire au niveau de chaque zone, de chaque pôle et de chaque paysan. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, ainsi se porte l'agriculture, l'élevage et la pêche au Bénin. Suite à ces explications données par le ministre Gaston Dossoui, nous espérons que vous vous ferez désormais une idée claire des progrès notés et autres défis que le gouvernement s'attelle à relever dans le secteur. Merci de nous avoir suivis. Donc, Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, Wahab Alikpara, d'avoir conduit cet entretien avec moi. Merci, Cécile Goudou-Kambo.